Donc, Affidis, en juste un slide. Affidis, c'est une entreprise en service numérique qui date de 1999, donc 21 ans maintenant, 70 collaborateurs, un gros écosystème d'indépendants qui nous aident dans la réalisation de nos prestations et un chiffre d'affaires en forte progression dû à l'évolution de la progression du service principalement. Alors tout d'abord, un petit point sur l'état des logiciels de sauvegarde. Donc c'est le Gartner, publication du Gartner. Point important, Vim est placé parmi les leaders, et ça depuis plusieurs années. Ce qui m'a semblé intéressant de vous présenter, c'est ce petit tableau qui est à côté, qui montre que les utilisateurs de Vim, d'abord, sont 2 fois plus nombreux que le soft de backup qui vient en second, et surtout donne une note de 4.7 au logiciel Vim sur la note maximale étant 5. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? C'est que vous avez tous envie de nouveaux logiciels de sauvegarde basés sur la simplicité d'installation, simplicité d'administration. Et les logiciels, je dirais legacy, nos anciennes solutions de sauvegarde, viennent vraiment au 2e rang. Apparaissent comme des logiciels difficiles et lourds à administrer, mais dans certains cas, vous disposez tous de solutions d'archivage, qui sont en fait des sauvegardes à longue rétention que vous êtes obligé de conserver. Donc, on voit que le choix de Vim par Affidis est raisonné. Les chiffres qui suivent sont fournis dans la présentation de Vim, et vous voyez qu'en 11 ans maintenant, ce logiciel est devenu un logiciel majeur avec un grand nombre d'utilisateurs, un grand nombre de partenaires qui déploient la solution. Et Vim est maintenant une entreprise de plus de 3500 salariés. Je me souviens qu'il y a 3-4 ans, on fêtait les 500 salariés. Donc une très très forte progression. Alors avant de parler de Vim, et vous allez comprendre, j'espère dans la suite de la présentation, pourquoi ce slide, nous nous appuyons là sur une étude publié par Quantum l'an dernier et qui nous donne une idée, je dirais moyenne, du coût du stockage selon la technologie qui va être choisie. Comme c'est indiqué en petit en bas de l'écran, c'est le coût d'1 Tera de stockage pendant 3 ans. Ce coût comprend à la fois la machine, les contrats de maintenance, la consommation électrique, la place en stockage. Le temps d'administration humain n'est pas compris dans cette évaluation financière. Donc on voit que le flash, souvent nos solutions de SAN sont des solutions très coûteuses, et que le plus petit prix au Tera sur 3 ans, il reste la bande. Quand on parle du prix de la bande, on ne tient pas compte du coût important de la manipulation, surtout quand on gère de l'externalisation. Ensuite, on voit que le glacier, donc le stockage très longue rétention d'Amazon ou d'Azure est à peine le double de la bande, et que le stockage objet, comparé au stockage SAN ou flash, est très très intéressant. Donc
que pour nous, depuis, je dirais, l'année dernière, nous avons privilégié des architectures Vim sur lesquelles on va s'appuyer sur un stockage primaire performant du disque ou des appliances, on verra ça tout à l'heure, pour des rétentions courtes, par exemple les 2 dernières semaines de backup, et ensuite conserver sur du stockage longue rétention et nettement moins cher. Donc on va parler de S3 et on va en parler beaucoup parce que les nouveautés de Vim vont s'appuyer sur les apports du stockage S3. On va s'appuyer sur ce stockage pour une économie financière importante. Ce qu'on constate avec vous tous, c'est que vous nous demandez des challenges des fois difficiles, c'est-à-dire être très performant en restauration en cas de sinistre, et en même temps d'avoir des solutions de sauvegarde de moins en moins chères. Alors, nous allons présenter les quelques nouveautés de Vim. Comme je vous l'ai dit, avec Martin, nous avons fait un choix. La source de certaines images est Vim, donc vous les reconnaîtrez facilement sur des écrans vert foncé. Et donc c'est du copier-coller pour ne pas transformer l'annonce de Vim, respecter l'éditeur. Bonjour à tous. Alors partons tout de suite sur les nouveautés de Vim. La première nouveauté sur la V10, eh bien, c'est la sauvegarde des environnements NAS, tout type de NAS, que ce soit du SMB, NFS, serveur de fichiers, Windows et Linux. Donc, pour rentrer plus en détail, concernant le SMB, version 1, 2 et 3. Côté NFS, version 3 et 4.1. Côté baie de stockage traditionnel, à gauche dans l'encadré, vous voyez que prise en compte d'une étape face. Ensuite, vous avez l'ILON de EMC Dell, le file Persona de HPE, et encore une fois, Windows Linux Server. Donc, il faut bien comprendre que cette nouvelle sauvegarde du NAS remplace le NDMP, qui est un ancien protocole de sauvegarde de votre environnement NAS sur bande. Donc, ce remplacement permet de sauvegarder vos fichiers sur un repository Vim de type disque. Donc déjà là, vous avez une cassure entre l'NDMP qui va sur bande et sauvegarde NAS qui peut aller sur disque directement. Donc vous avez un gain de performance en backup et en restauration lorsqu'il y a besoin d'utiliser. Ensuite, vous pouvez bien sûr utiliser les différentes améliorations pour sauvegarder que je vais vous montrer dans le slide suivant. Il utilise le Change File Tracking, le Snapshot Friendly. Alors, pour rentrer en détail, vous avez le Change File Tracking qui s'appuie sur les proxys. Donc, plus vous montez de proxy au niveau de votre environnement Vim, plus vous avez un accru de performance en débit de sauvegarde de votre NAS. Donc chaque file proxy est constitué d'un cache repository qui a une empreinte sur votre NAS qui enregistre donc en fait toutes les modifications de vos sous-répertoires et de vos fichiers. Donc, dès que le Vim va démarrer ses sauvegardes, il va se baser sur ce cache repository qui se trouve en amont de vos sous-répertoires, qui permettent de ne pas scanner vos sous-répertoires qui doivent être par des centaines, par des milliers,
et bien sûr scanner vos millions de fichiers. Il n'a plus besoin de scanner comme faisait le NDMP ou une sauvegarde classique fichier. Donc c'est un gain de performance accru par rapport à d'autres solutions de sauvegarde. Et bien sûr, comme je disais, les proxys, plus vous en mettrez, plus les gains de performance seront bénéfiques dessus. Donc l'autre possibilité est bien sûr d'utiliser dans un même job une rétention courte et possibilité de mettre en place une rétention longue qui est une réarchivation des anciennes versions de fichiers. Donc, on peut considérer ça comme un HSM. Et cette hiérarchisation des fichiers peut aller directement vers un stockage objet. Comme vous pouvez le voir ici sur le petit dessin de c'est aussi possible dans ce même job de prévoir une seconde copie de vos données. Côté restauration, eh bien, en fait, Vim garde toujours sa simplicité quand il apporte de nouvelles fonctionnalités. Donc, la restauration complète d'un NAS. Donc, il est tout à fait possible de restaurer un partage complet ou une partie de la baie par les wizards fournis par donc, possibilité de restaurer les dernières versions vers la destination d'origine en gardant toutes les permissions qui étaient à l'origine. Ensuite, il est possible de restaurer à un instant T vos dernières bonnes configurations de votre NAS. Et en dernier, il est tout à fait possible de restaurer un fichier ou un répertoire avec le fameux Explorer de Vim, qui est toujours, si vous connaissez l'environnement de Vim, ça ne vous changera en aucun cas votre administration quotidienne. Autre nouveauté qu'on voulait vous présenter, c'est la protection accrue de vos données copiées. Aujourd'hui, Vim permet d'isoler vos copies de sauvegarde comme si c'était une bande que vous mettez à l'extérieur. Donc, je m'explique. Ça consiste à utiliser un stockage de type objet, donc S3, qui est couplé à du sobre. Donc le sobre, qu'est-ce que c'est? C'est le Scale-out Backup Repository. Le Scale-out Backup Repository, ce que c'est en fait, c'est plusieurs repositories que vous mettez ensemble dans l'architecture Vim qui forment le sobre. Donc le sobre est couplé à de la performance tier qui permet de stocker des objets. Donc là, dans notre cas, des sauvegardes dans le S3. Et dans ce S3, on utilise la fonctionnalité Object Locked, qui veut dire que tous les fichiers arrivant sur ce stockage sont lockés, ils ne peuvent pas être modifiés ni supprimés. Donc Vim permet d'utiliser cette fonctionnalité pour stocker les copies de sauvegarde sur ce stockage S3. Il est possible d'utiliser Amazon S3 et tout autre fournisseur compatible S3. Donc, je rentre un petit peu plus dans les détails de la protection des données. Donc, c'est une simplification de votre sauvegarde hors site, de votre PRA, puisque vous n'avez rien à faire. Dès que Vim reçoit sa sauvegarde, il la duplique pour l'envoyer tout de suite sur le S3. Donc on reste toujours dans les règles 3.2.1 de Vim. Il faut immédiatement la donner dans le stockage objet. Et bien sûr, il protège contre la suppression et la modification par des logiciels malveillants ou des personnes qui souhaiteraient effacer ces données se trouvant en premise ou dans le cloud. Cette fonctionnalité garantit même qu'un compte stockage se connecte sur votre baie et qui souhaiterait effacer les données.
elles sont vraiment protégées et il est impossible de supprimer la donnée. Elles sont supprimées par les règles mises en place des VIM qui protègent un nombre X de jours ces copies de sauvegarde. Donc, je vous ai mis deux petits schémas, deux petits dessins. À gauche, c'est un report backup Vim. Et vous voyez qu'ici, il y a des warnings qui fail to delete backup. Donc, on a voulu supprimer les backups, mais ils sont protégés contre une règle de copie. Donc, il n'est pas possible de supprimer. Et à droite, vous avez le S3 bucket qui pareil, met un warning qu'il y a une opération de suppression et qu'il n'est pas possible de supprimer puisque la donnée est lockée pendant un nombre de temps. Donc voilà, c'est une très belle nouveauté qui permet de vous passer de la bande et d'avoir vos données protégées on-premise ou dans le cloud sur du stockage objet. Donc, le stockage objet, je rappelle que l'idée, c'est en fait au départ un standard créé par AWS pour obtenir un coût de stockage le moins cher possible, étant capable d'accueillir le maximum de clients et toujours plus, et avec une notion de sécurité apportée à la donnée par de la répartition géographique. Donc chez Infidis, nous travaillons sur ce stockage S3 en vous aidant à faire des choix qui vont correspondre à vos besoins à la fois en volumétrie, à l'architecture de vos moyens informatiques, un seul data center, plusieurs data centers mais très distants, et bien sûr vos choix en termes de matériel, c'est-à-dire que la plupart des solutions de stockage objet que nous commercialisons s'installent sur des serveurs absolument banalisés x86 avec du SSD et du stockage massif. Donc dans ces cas-là, notre choix c'est de vous conseiller de prendre la même société de maintenance que vos serveurs de production. Alors, on va être capable de vous proposer des solutions S3 on-premise ou dans le cloud. Et pour le cloud, nous avons fait le choix d'un partenariat. Nous ferons un WebEx ZoomTech sur ce thème au mois d'avril. L'intérêt du stockage objet, je me répète un peu, c'est de réduire les coûts de repository Vim, c'est de disposer de sauvegardes sur plusieurs sites. Alors, en prenant le schéma qui est ici, c'est une réalisation que nous avons faite auprès d'un client qui dispose de 2 data centers avec une production active et d'un 3e data center. La répartition du S3 sur les 3 sites géographiques permet 2 choses importantes, de pouvoir avoir un data center complet sinistré, donc indisponible, mais aussi de disposer sur 3 points de l'ensemble des sauvegardes en ne faisant en fait qu'une copie plus une technique qui s'appelle l'erasure coding, qui consiste à répartir des blocs sur une architecture géographique avec un certain nombre de serveurs. Donc le plus petit S3, ce sera une architecture unisite avec 3 serveurs, et le plus grand n'existe pas, puisque je rappelle que le standard AWS, c'est un standard qui permet d'étendre sans limite le stockage S3. Alors l'intérêt aussi, c'est de pouvoir pousser dans vos entreprises des projets d'archivage, de déplacement de données que j'appelle froides ou tièdes, c'est-à-dire des données dont on n'a pas vraiment besoin, mais qu'on ne peut pas supprimer, sur du stockage S3. L'idée, c'est de gagner du stockage SAN ou Flash, on a vu tout à l'heure qu'il était quand même assez coûteux,
et de pousser ces données sur du S3. Archiver, pour moi, sauvegarder, ça veut dire archiver pour avoir des sauvegardes hyper performantes quand on a besoin de restaurer. Alors, nous travaillons avec 4 éditeurs. Claudiane qui va nous proposer des solutions sur une gamme intéressante pour les, je dirais, moyens sites. Dell EMC, IBM et Scality. Et bien entendu, ce que nous faisons aussi, c'est que nous sommes capables de vous aider à évaluer le coût d'une architecture chez Azure ou AWS en tenant compte à la fois des besoins en stockage, des besoins en mouvement d'IO et du coût de la restauration. Alors, attention, le stockage S3, par son architecture, n'est pas un stockage sur lequel vous allez mettre des bases de données. Amazon, dans son standard, s'appuie sur la haute disponibilité, la résilience des données, mais on ne fait pas tourner une base de données dans du S3. Les performances seraient absolument incompatibles avec l'architecture. Donc l'instance recovery sur S3 de façon native ne sera pas possible, mais dans des solutions avec AWS et Azure, on va trouver des solutions permettant de redémarrer les VM dans le cloud. Côté stockage secondaire, donc ce que j'appelle stockage secondaire, c'est toutes les appliances de déduplication. Donc aujourd'hui, avec la V10, Vim prend en charge toutes les appliances de déduplication. Donc je dis toutes, c'est telles que toutes qu'on connaît sur le marché, que ce soit HPE avec leur StoreOne, Quantum DBT, la data domain de Dell EMC et Exagrid qui existe. Donc en fait, c'est un data mover qui est placé directement sur l'appliance qui permet de gérer les flux de Vim. Grosse nouveauté aussi côté HPE avec le StarOne Catalyst Copy. Donc aujourd'hui, il permet de, lorsque la sauvegarde arrive sur une appliance, d'envoyer directement la copie sur une seconde appliance StarOne. Avant cette V10, les données ont transité par le serveur Vim. Donc en fait, on perdait toute l'utilité de la copie entre deux StarOne. Alors, il y a aussi le support du REFS qui est aujourd'hui un petit peu un standard, mais je préfère faire un petit clin d'œil pour ceux qui ne le connaissent pas. Le REFS qui est un nouveau format des Windows de format disque qui permet, lorsqu'on met en place un Vim, donc il détecte tout de suite les partitions qui sont REFS et lorsqu'on dépose nos backups dessus, il permet d'avoir un meilleur taux de déduplication puisque le REFS c'est en quelque sorte une baie déduplicante les données. Donc qui permet d'avoir un gain de backup et surtout sur les foules synthétiques. Donc l'intérêt de l'appliance de sauvegarde est une évidence quand on a de très gros volumes de sauvegarde. L'appliance apporte, en fait, j'appelle ça de la compression des duplications en un seul mot, puisque les deux mécanismes sont en fait fusionnés, et de la réplication qui va pouvoir être faite en bloc unique, compressé, dédupliqué. L'intérêt aussi d'une appliance dans une architecture de sauvegarde, c'est pouvoir avoir une seule unité partagée entre un soft de backup comme NetBackup, Spectrum Protect, comme Vault, enfin les softs, je dirais, multi-machines, ou par exemple du BRMS pour la S400, qui reste la solution de sauvegarde dans mon e-series,
et pour lequel Vim ne nous apportera pas de solution. Autre intérêt à l'appliance, c'est permettre à des DBA d'aller directement faire leurs exports ou down de backup sur l'appliance. Il y a des moments où on va retrouver un ROI au niveau poids des licences de logiciels de sauvegarde en fonctionnement de cette manière-là. Donc, pareil que pour le stockage d'objets, j'annonce les marques sur lesquelles nous travaillons, Quantum, Dell EMC, Datadomain, HP, StarOne et Exagrid, et le choix va dépendre des différentes fonctions dont vous avez besoin selon votre contexte hardware. Cette nouveauté, c'est l'Unix Proxy. Donc, il est tout à fait possible aujourd'hui avec la V10 de déployer vos proxys, non plus sur un Windows qui parfois est une contrainte puisqu'il faut utiliser une licence Windows. Là, vous pouvez déployer un serveur Linux sous Red Hat, Ubuntu, Debian, déjà dans un premier temps, et l'enregistrer en tant que nouveau serveur Linux et déposer dessus les services proxy pour qu'ils rentrent dans l'infra Vim et l'utiliser comme un backup proxy Windows. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas un OS préconstruit proxy. En fait, c'est vous-même qui montez un Linux avec vos sécurités renforcées internes et vous mettez dessus votre service proxy. Intégration du stockage primaire. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, Vim prend en charge à 95% peut-être ou même plus le snapshot de vos baies primaires. Je ne vais pas citer toutes les marques parce que je crois qu'il les a toutes. Oui, il y a une liste. Oui, il y a une liste, mais elle est déjà bien étoffée. Il faut vraiment être très exotique pour ne pas tomber dedans. Alors, la grosse nouveauté aussi, c'est que vous pouvez aujourd'hui, avec un snapshot, utiliser le snapshot de la baie pour faire de la transaction log côté SQL et Oracle. Vous voyez ici, pour ceux qui connaissent déjà cette fonctionnalité dans le monde base de données, ici on a fait un snapshot avec une baie Nimble et on a fait une transaction log de 15 minutes. Donc toutes les 15 minutes, il fait une transaction log avec un snap de la baie. Donc c'est des performances accrues puisque snap de baie veut dire que vous ne faites pas un snap de la VM qui est un freeze qui peut être un freeze côté production. Donc vous faites un freeze au-dessus qui n'a aucun impact sur la production. Côté restauration instantanée. Donc restauration instantanée, je l'ai traduit, mais c'est le instant recovery pour ceux qui ont du mal avec le français, la traduction française. Donc Vim a été leader en 2010, c'est le pionnier du VM recovery, instant recovery, et aujourd'hui il permet de récupérer tout type de sauvegarde Vim créé par un produit Vim, de faire un instant de recovery sur une VM VMware. Donc je m'explique, vous pouvez restaurer un serveur physique sauvegardé par Vim, donc par un agent qui se trouve par exemple sur Azure ou AWS, lui demander de restaurer ça par Vim dans une VM qui se trouve on-premise. Donc ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est possible donc de restaurer du physique vers du virtuel vers VMware, des données qui se trouvent chez votre provider on-premise sans aucun problème. Donc
un poste client, il est possible de restaurer dans une VM sans aucun souci. Donc, ça fait du P2V, du V2V. Donc, toute image, VDR, savoir physique, poste client, VM, cloud instance. Continuons sur l'instant de recovery. Donc Vim s'est concentré sur l'amélioration et des performances de récupération instantanée pour tout stockage. Donc pour cela, ils ont fait un effort pour créer un nouveau moteur Instant Recovery version 2 qui utilise une mise en cache RAM sensible à la charge de travail pour atteindre des niveaux de performance de récupération beaucoup plus poussés qu'à l'époque. Donc là, vous pouvez voir un petit graphe fourni par Vim sur les performances de restauration et de démarrage des applications base de données qui ont un gain de temps en production. Seconde amélioration, c'est la restauration instantanée de plusieurs VM à la fois. Ce qui n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui, c'était un instant recovery d'une VM. Donc aujourd'hui, vous pouvez restaurer en instant recovery, par exemple, un ensemble de VM qui doivent démarrer en même temps. Par exemple, si vous démarrez un instant recovery d'un Exchange, forcément, vous aurez besoin d'un AD, un DNS et d'un Exchange, voire plus si besoin. Et la dernière nouveauté, c'est côté disque virtuel. Donc, il est tout à fait possible de faire un instant VM disk recovery d'un disque que vous pouvez restaurer sur la VM en question ou sur une toute autre VM. Donc, il y a plusieurs cas d'usage. Le plus souvent, c'est une mauvaise mise à jour d'un OS. Donc, vous pouvez faire un instant de disque VM pour écraser ce fameux disque, ou une corruption de base de données. C'est tout à fait possible aussi de faire un instant recovery. Ou alors vous avez un disque très volumineux. Au lieu de restaurer, comme vous faites peut-être aujourd'hui, restaurer toute la VM parce que vous n'avez pas le choix, et vous restaurez juste le disque en question pour gagner en temps et en performance. C'est possible aussi d'utiliser l'instance recovery pour, par exemple, restaurer les permissions. Vous faites un mont et grâce à l'utilitaire Robocopy, vous pouvez lui dire de remettre les permissions NTFS sur votre partage. Alors côté Nutanix, en V10, il y a des améliorations qui arrivent, mais il faudra attendre le fameux backup proxy V2 qui arrive prochainement pour mettre en place cette nouvelle version. Donc je vous recommande et je vous demande de ne pas mettre à jour votre infra Vim si vous utilisez du Nutanix tant que vous n'aurez pas une annonce de Vim qui a le proxy V2 qui est aussi disponible. Je profite, Bruno, Vim est avec nous dans la salle. Est-ce que tu as une idée de combien de temps il faudra patienter pour cette nouvelle version? Alors, normalement, c'est prévu sur Q2. Donc, normalement, ce sera prévu. On espère avoir la V2 sur la période de Q2, c'est-à-dire entre avril et le mois de juin 2020. On devrait normalement avoir une V2 qui devrait pas tarder à arriver. Donc vous attendez, si vous êtes intéressé par cette fonction, un petit mail à Martin ou moi, et dès que la fonction sera disponible, on reviendra vers vous. Après, s'il y a besoin auprès de Martin de tester la licence avant qu'elle soit sortie, je pense que je pourrais m'enseigner pour essayer d'avoir des licences de test sur la partie V2. Alors ça, voilà. Bah oui, Voilà. Nutanix, c'est important pour Affidis, ça fait partie d'un pôle d'excellence chez nous. Très bien. Côté nouveauté, comme vous pouvez le lire,
c'est une centralisation de toutes ces tâches quasiment administratives. Pour ceux qui ne connaissent pas, jusqu'à aujourd'hui, à HVXD, il y avait 2 consoles, dont une où on pouvait faire de la restauration file et avec l'autre, on faisait de la restauration VM. Donc aujourd'hui, il y a une intégration entre les deux pour qu'on puisse administrer tout à partir de la console qu'on connaît tous. Alors, pour revenir sur ce que Vim a communiqué, c'est un document de 17 pages très dense, avec de nombreuses modifications et évolutions. En fait, amélioration du moteur Vim, Martin en a parlé, c'est une modification du format interne des sauvegardes, de manière à optimiser les besoins en stockage et surtout diminuer les besoins en RAM sur les data movers. Donc des architectures Vim plus légères. Une nouvelle gestion des métadatas, c'est-à-dire en fait de notre catalogue Vim, de manière à répondre à certaines problématiques, en particulier quand on envoie des copies dans le code. Un renforcement des clés de sécurité. Au niveau pur technique, une réduction des plages de port TCP/IP pour les communications entre les serveurs et l'architecture Vim. Donc, une montée de version imposera de faire un check avant, ne serait-ce que de pouvoir passer par nos firewalls pour sauvegarder les distances. Et de nouvelles fonctions restent full API. Donc, support de nouvelles applications qu'on attendait tous, SQL Server 2019, les bases MySQL et Postgres dans le monde Linux. Une gestion complètement différente des rétentions des redo logs Oracle que vous allez pouvoir paramétrer. Dans la version 9.5, les redo logs étaient concernés 60 heures. Donc, si on souhaitait faire un plan de sauvegarde avec des points de restauration tous les quarts d'heure sur une semaine dans le passé, comme certaines exigences applicatives peuvent nous le demander, on ne pouvait pas vraiment le faire et là maintenant c'est supporté par Vim V10. On va pouvoir au niveau backup raisonner en nombre de points de retour dans le passé, ça n'a pas changé, mais aussi préciser des rétentions en nombre de jours. Pour, par exemple, je fais une sauvegarde manuelle, préalable à une montée de version importante d'un applicatif. Je vais pouvoir décider que cette sauvegarde exceptionnellement a une rétention de, par exemple, 20 jours, le temps de laisser la phase de test à mes équipes de développement et pouvoir revenir en arrière si besoin est. Ou bien lors de la suspension d'une VM, pouvoir préciser un nombre de jours de conservation, par exemple pour une VM qui est démarrée que de temps en temps pour un applicatif très précis. Je vais dire un exemple que j'ai vu chez un client, l'applicatif qui permet d'envoyer des cartes de vœux pour le début de l'année. Ben, on va pouvoir sauvegarder la VM, on n'a pas besoin de la backuper pendant un an et on retrouver sa sauvegarde l'année d'après. La gestion des copies de sauvegarde, Martin en a parlé, c'est vraiment un point très très important parce que on va avoir cette notion de copie presque en parallèle de la réalisation du backup. On est tous concernés par des collègues dans des entreprises proches ou des fournisseurs qui ont subi des cryptolockers. Et donc, disposer d'une copie de sauvegarde, comme l'a dit Martin, inatteignable, devient essentiel pour la sécurité des données de nos entreprises.
On va pouvoir copier immédiatement les journaux de transaction des bases de données. Ça veut dire qu'en fait, ils vont être dans les mêmes règles de sauvegarde que celles des données et dans les mêmes conteneurs. Les jobs de sauvegarde continuent, c'est-à-dire que si j'ai 10 jobs de sauvegarde et que j'en ai que 5 qui sont copiés parce que ma copie a moins de performance, les jobs de sauvegarde nouveaux continuent même si la copie n'est pas terminée. On va pouvoir, au niveau du repository, alors ça c'est assez, j'ai trouvé que c'était très important. Martin a parlé du fait qu'on pouvait avoir un repository composé de plusieurs zones de stockage sur différents moyens. On va pouvoir figer un repository pour obliger Vim à écrire sur les autres zones de stockage qu'on met à sa disposition. Ça va nous éviter tous les jobs de je reprends le contenu d'un repository, je le lis, je le pousse un peu plus loin. Donc j'en ai parlé. Important, mais ça c'est purement au niveau du cœur du moteur Vim, au début de son backup, il pré-réserve maintenant dans le stockage la volumétrie dont il a besoin. Donc ça va éviter qu'à un moment donné, un job de backup s'interrompt et soit obligé de recommencer parce qu'il est obligé de basculer sur un autre repository. Et donc l'ajout d'un statut waiting pour tous les jobs de copie. Donc quand on va voir la liste des jobs Vim, waiting, c'est un job qui est de copie, qui est en cours ou dans une file d'attente. Donc on n'arrête pas le serveur Vim à ce moment-là. Il y a encore des données à copier. Alors, la gestion du stockage objet, étant donné qu'on a plein de nouvelles annonces, elle évolue fortement, avec la possibilité d'importer des backups qui sont sur du S3 vers du repository plus performant pour des jobs de restauration. Le support de la zone Amazon S3, ça c'est un gros changement qui va apporter de la réduction des coûts de backup. Beaucoup de logiciels de sauvegarde concurrents ne savent pas profiter du glacier quand ils font de la déduplication à la source. On ne peut pas demander à Amazon de nous restaurer un bloc qui serait dans le glacier. Le contractuel, c'est 15 heures. Donc, en cas de données dédupliquées, c'est un peu comme autrefois, les données dédupliquées sur la bande, c'était techniquement impossible. Donc là, maintenant, Vim, par la gestion différente de son catalogue, va permettre d'utiliser du stockage plus économique. Et on va pouvoir faire du multi-thread sur du stockage S3. Quand il est on-premise, on va pouvoir obtenir des performances maximales. Alors, malgré tout, la bande, parce que c'est un moyen peu coûteux, parce que c'est un moyen certain d'isoler et de protéger nos sauvegardes, donc un meilleur support par Vim, l'amélioration de la foule synthétique sur cartouche, qui était, certains ont vécu une petite, pas galère, mais un job qui prenait énormément de temps. La meilleure gestion des robotiques qui ont plusieurs lecteurs. En restauration, le nouveau moteur Vim, quand il trouve une donnée qui est à la fois sur du repository disque et de la bande, va privilégier l'image qui est sur disque, même si vous avez l'impression qu'il restaure au niveau de la bande. On va pouvoir gérer des inventaires sur plusieurs lecteurs. Bon, ça, on ne fait pas des inventaires de robotique en permanence, mais voilà. Et au niveau de l'interface d'administration, on a un nouveau report qui nous donne le contenu en slot de la robotique. Donc, amélioration du moteur de Vim Club Connect. Martin a parlé de ces
comment dire, de ces objets S3 dans un statut locked, c'est-à-dire, j'allais dire, la wormisation du stockage S3, l'impossibilité à un tiers de modifier ou supprimer des données. Donc ça, c'est très important. S3, je rappelle qu'on ne modifie pas un objet en S3, on en fait une nouvelle copie. Donc ces deux associations permettent de se dire que quand on va mettre des données sur du S3, ça revient dans la solidité d'un support externe que vous avez dans votre coffre Inifuge, qui est la bande. On va pouvoir récupérer plus facilement des données à partir de S3 et on va avoir une amélioration immédiate de la prise en charge des données dans le cloud. One Accélération, en fait, le flux d'échange entre les ESX et l'architecture Vim, tous les flux ont été modifiés de manière à mieux supporter les sites distants et les architectures avec des accélérateurs de WAN. Donc on va pouvoir gérer des réseaux à faible débit un petit peu plus facilement, ce qui est important. On a tous des petits sites distants dont on assure la sécurité. Alors, bon, c'est moi qui m'y colle. Bon, rapidement, c'est important de savoir que Vim a mis en place un nouveau contrat de licence qui s'appelle VUL. L'idée, en fait, c'est assez simple, c'est de pouvoir avoir une licence en location qui se base sur un certain nombre de paquets de 10 points en fonction de vos besoins, mais que vous pouvez passer sans aucun problème contractuel d'une sauvegarde vers une autre. Si vous remplacez tous vos serveurs physiques par des VM, on est plutôt dans ce sens-là, dans l'histoire que l'inverse, je vais pouvoir récupérer mes points pour mes serveurs physiques et les attribuer à mes VM. Idem, si je choisis d'aller plus vers le cloud que du on-premise, ou si je veux sauvegarder l'Oracle du SAP, que je change de SGBD. Donc une grande souplesse et une possibilité pour vous soit de conserver le contrat actuel, ce n'est pas obligatoire de migrer, mais c'est des fois très intéressant financièrement, parce que lors de la modification d'un contrat, on va pouvoir profiter davantage d'acquisition de nouvelles licences, peut-être travailler les prix un peu mieux, et ça, à chaque fois, nous faisons l'exercice avec vous d'étude de la meilleure solution. Donc, voilà, vous avez un petit exemple de ce qui est supporté en plus par la licence VUL, donc à la fois les environnements locaux, le cloud et ce qui est hybride. Et pour la licence NAS, puisque Martin nous a fait très envie de travailler sur le nouveau moteur de sauvegarde de nos NAS, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on va compter un point du paquet de 10 de notre licence VUL pour 250 gigas de données NAS. Donc, l'opération est relativement facile à faire. Je ne donne pas de prix parce que on essaye de faire de l'optimisation dès que possible. La sauvegarde chez Alphidi, c'est à la fois de la prestation de services, de conseils, de documentation, de formation et de DIC. Cette année 2020, nous avons renforcé notre offre MCO Sauvegarde avec du 24/24, 7 jours sur 7 et plus d'accompagnement sur site lorsque vous le souhaitez. Nous avons aussi ouvert un contrat de base qui est un contrat de téléadministration de vos sauvegardes. Alors, par exemple, chez un de nos clients, le client a basculé à Vim pour une partie de son architecture.
il reste un ancien outil de sauvegarde que je ne vais pas nommer pour ne pas attester les autres éditeurs, et c'est nous qui administrons cette partie-là, ancienne, parce que l'équipe sur site n'a pas le temps de gérer 2 outils de sauvegarde en parallèle. Et avec un partenariat que je vous présenterai donc au mois d'avril, nous montons une offre grâce pour Vim, c'est-à-dire une offre composée de la copie et réplication Vim sur du stockage cloud européen, bien sûr, et toutes les procédures qui vont permettre de redémarrer les VM dans cette architecture en cas d'indisponibilité de votre data center. Bon, l'archivage, je vous en ai parlé tout à l'heure, un gros travail sur le stockage objet. Nous proposons là une petite prestation, j'appelle ça coup de poing, très rapide, qui vous permet de vérifier que votre architecture Vim est OK, de faire la montée de version, de vérifier bien sûr le lendemain que toutes les sauvegardes se sont bien déroulées. Et cette prestation se termine par un temps de cours sur les nouveautés de la V10, sans faire l'impasse, comme nous l'avons fait ce matin pour ne pas durer trop longtemps, sur les fonctions. On va rentrer dans le détail et surtout regarder comment ces nouvelles fonctions peuvent vous aider.